tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya, gözyaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden damladı. Dillerim lal dokunmayın, aşkı bende sokulmayın. Başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. Başımı yere eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. El yassı yaban gelmez mi? İçin benim kadar üzülmez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Kar tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya, gözyaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden damladı. Dillerim lal dokunmayın, aşkı bende
sokulmayın. Başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. Je vais essayer en 30 minutes de vous faire le point sur cette affection très importante, notamment en vous rapportant les actualités. Les actualités, en fait, les données récentes n'ont fait que compliquer ce qu'on connaît déjà. Cardiovasculaire, notamment les coronaropathies, qui est responsable dans le monde. Selon les recommandations déjà en 2005 de la Haute Autorité de Santé, il y avait déjà un point important qui était sorti, c'était que la mesure de la pression artérielle en dehors du cabinet médical était importante, soit par automesure tensionnelle, soit par la mesure ambulatoire, la MAP. Il faut traiter non seulement les chiffres, mais il faut traiter parce qu'il faut partir à partir d'une évaluation du risque cardiovasculaire. Et le traitement était basé sur des mesures hygiéno-diététiques, associées ou non à un traitement pharmacologique, on va le voir, sans oublier que certains dysfonctionnements endothélial par la diminution de la protéine, si elle est primitivement rénale ou primitivement artérielle, au niveau donc de la paroi des artères. L'épidémiologie, l'hypertension artérielle est en prévalence croissante. Elle, plus d'1 milliard dans le monde. Je vous ai rapporté bien sûr les données maghrébines qui sont intéressantes pour nous. Ça tourne autour de 35% en Algérie. Je dis ça tourne autour parce qu'on a eu des chiffres un peu variables, 26% selon une étude et 35% selon une autre étude. C'est aussi une maladie grave, puisque je viens de le dire, 7 millions de décès par an dans le monde. L'hypertension artérielle est le 3e facteur de risque de mortalité dans le monde. Toujours dans ces notions d'épidémiologie, ce qui est récent, ce qui est rapporté, si je vous pose la question, si on pose la question pour tous les médecins, combien y a-t-il d'hypertendus en Algérie? La question pour tous les médecins, combien y a-t-il d'hypertendus en Algérie? Combien sont traités? Combien arrivent aux normes? Combien adhèrent au traitement? La réponse est bien sûr, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que selon la CNAS, on a un chiffre. Mais il y a tous ceux qui ne sont pas comptabilisés, tous ceux qui se traitent par des mesures hygiéno-diététiques. Il y a tous ceux qui ne sont pas dépistés, tous ceux qui sont asymptomatiques, qui ne consultent pas. Prenez le sujet âgé, c'est normal, j'ai 80 ans, c'est normal, je m'attends sans graine. On verra que, les données récentes, le sujet âgé doit être traité. Et en fait, une minorité est réellement contrôlée par le traitement, faute d'observance. Et cette observance, toujours on dit, ah, c'est le malade qui n'est pas adhérent au traitement. On s'oublie, nous, les médecins. Il y a ce qu'on appelle, le concept récent, l'inertie thérapeutique. Le médecin est satisfait. Il ne veut plus, ça va, il prend une tension, ça va. Il est satisfait, il ne change pas le traitement selon les recommandations. Pour remédier à ce problème d'observance, il faut toujours avoir à l'esprit que le patient ne prend pas bien son traitement. Si vous posez la question à votre malade, est-ce que ça va? Il vous répondra toujours oui. Mais est-ce que vous le vérifiez vraiment? Problème du temps médical. Il faut passer plus de temps avec vos malades pour avoir une meilleure observance. C'est la donnée récente en matière d'observance. Alors les définitions, je ne vais pas y revenir, vous les connaissez, il y a plusieurs classifications. La GNC7 a parlé même de la préhypertension, qui de nos jours on ne tient pas tellement compte. Ce qui est nouveau pour cette définition de l'hypertension artérielle, je précise aujourd'hui, je vous ramène les actualités. Ce qui est nouveau, c'est la pression pulsée, c'est-à-dire la différentielle, pression artérielle systolique et pression artérielle diastolique, qui reflète l'état des grosses artères et qui peut nous dire si effectivement il y a cette notion d'athéromes, de rigidité artérielle. La pression pulsée prédit la mortalité cardiovasculaire et d'origine surtout ischémique, mais pas la mortalité. Donc la définition de l'hypertension, si on veut être, effectivement, il faut en tenir compte, surtout chez les sujets à risque. Ce n'est pas systématiquement, parce que si on prend un sujet normal, s'il a 130, 139, on lui dit attention, il faut que je te surveille, alors c'est toute la population. Mais en fait, 85, 89, là, vous êtes obligé de les suivre parce que dans les 4 années à venir, ils risquent de développer une hypertension artérielle. Voilà donc, selon les recommandations de 2008, le tableau de la classification.
Je vous ai dit dans la définition, ce qui est important dans l'hypertension artérielle, avant de traiter votre patient, vous devez évaluer son risque cardiovasculaire. Tous les patients hypertendus doivent être évalués, même ceux qui ont une hypertension légère. Il y a plusieurs méthodes d'évaluation, je ne vais pas les reprendre. Il y a la méthode des SCORM, aussi valable que d'autres méthodes. Le risque cardiovasculaire, il faut savoir qu'il est variable selon certains facteurs, là aussi c'est une notion à connaître, selon des facteurs démographiques, anthropométriques, l'histoire familiale d'événements cardiovasculaires précoces, la notion d'autres facteurs de risque associés, et ce qui s'ajoute en 2008, la présence ou non d'un syndrome métabolique. La fonction rénale doit être prise en compte. La vitesse de l'onde de pouls qui reflète la rigidité artérielle doit être prise en compte. La mesure de l'IPS qu'on va revoir avec le professeur Benfelati doit être prise en compte. Et enfin, l'évaluation des organes cibles. Enfin, l'importance, ça c'est une donnée qu'on n'a pas l'habitude de rechercher, il le faut par contre, c'est l'importance de la détermination de la fréquence cardiaque. La tachycardie, si elle est associée à une hypertension artérielle, est de mauvais pronostic, sans parler du passage au trouble du rythme, la fibrillation auriculaire. Voilà donc comment on a classé, et c'est le tableau que vous retrouvez un peu partout, selon les facteurs de risque, risque léger, modéré, faible, modéré et élevé ou très élevé. Et les sujets à très haut risque, les voilà. Vous voyez que le diabétique est à très haut risque, le syndrome métabolique est à très haut risque, et bien sûr lorsqu'il y a plusieurs facteurs de risque. Les décisions de traité les décisions concernant la prise en charge ne reposent pas seulement sur les valeurs de pression artérielle, je le répète, elles doivent prendre en compte l'association d'autres facteurs de risque, l'association d'atteinte d'organes cibles, de diabète, de maladies rénales ou cardiovasculaires associées, ainsi que les antécédents du patient. C'est ainsi que les recommandations établissent aussi un tableau qui met en compte les facteurs influençant le pronostic. Là, je ne vais pas les reprendre, vous les trouvez partout. Je vais m'attarder sur la mesure de la pression artérielle. Qu'est-ce qui est important? Attention, il ne faut pas dire maintenant de nos jours, la mesure au cabinet médical ne sert plus à rien. Elle a toujours sa place dans le dépistage de l'hypertension, le diagnostic et le suivi. Mais qu'est-ce qui a pris de la valeur ces dernières années? C'est la mesure à domicile. C'est l'automesure tensionnelle, qu'elle soit faite par le malade lui-même avec un tensiomètre validé ou la mesure ambulatoire, c'est-à-dire la MAPA. Effectivement, ces automesures ont pris du grade dans l'évaluation diagnostique et thérapeutique. Je veux dire que la mesure à l'effort est moins intéressante, bien que sa valeur pronostique a été rapportée par certains. En effet, quand vous prenez une tension artérielle, vous savez qu'on la prend au repos, en position assise ou couchée, mais la mesure à l'effort existe, puisqu'il y a des tests d'effort, des épreuves d'effort, mais elle n'est pas aussi importante. Voilà les conditions de prise de tension, je passe rapidement. Ce qui est important, c'est qu'il faut que votre tensiomètre soit validé, et vous avez l'automesure et la MAPA. L'automesure, je l'ai dit, elle s'approprie la maladie. En effet, elle reflète, grâce à l'automesure, on peut savoir, ça reflète les complications cardiovasculaires au même titre que la prise de tension au cabinet médical. Les appareils d'automesure doivent être validés par l'ABSAPS. Je passe rapidement. Ça, c'est important, c'est que les seuils qui définissent l'automesure sont plus bas que lors de la mesure au cabinet médical. Lors de la mesure au cabinet médical, c'est inférieur à 140-90. L'automesure, que ça soit dans l'automesure tensionnelle, c'est 135-85, et la MAPA, c'est variable selon l'éveil, le sommeil et les 24 heures. Vous voyez que les chiffres, si vous comparez à cela, ils sont plus bas. Bon, là aussi, je ne vais pas m'attarder, vous connaissez tout ça. À qui s'adresse l'automesure? À tout le monde. En fait, c'est à tout le monde, puisque même les patients à risque faible ou moyen sont... Par contre, est-ce que vous devez faire une automesure pour traiter un risque élevé? Si je n'ai pas d'appareil à la maison, vous n'allez pas dire, attendez, il faut que tu achètes un appareil, il faut que tu fasses une automesure pour que je te traite. Le risque élevé, n'attendez pas. Le risque élevé, c'est des chiffres très élevés, c'est un risque d'emblée cardiovasculaire élevé, donc vous n'avez pas à attendre l'automesure, contrairement aux patients
qui ont un risque faible. Par contre, les autres indications d'automesure, c'est le sujet âgé et c'est les deux fameuses hypertension, effet blouse blanche et hypertension masquée. Effet blouse blanche, c'est le sujet qui fait une hypertension lorsque vous le prenez une tension artérielle au cabinet médical. Donc s'il prend sa tension à domicile, il n'a plus d'hypertension. Et l'hypertension masquée, c'est au contraire l'inverse. Il a une tension normale au cabinet et à la maison, il a une HTA masquée. Cette HTA masquée est aussi de pronostic aussi défavorable qu'une HTA au cabinet élevée, non contrôlée. Donc il ne reste pas beaucoup de place pour la MAPA. Heureusement, vous allez me dire heureusement, parce que ce n'est pas facile d'avoir un tensiomètre à la maison. Le tensiomètre de la MAPA, ce n'est pas un appareil qui est... C'est un appareil qui est cher, et donc, en fait, la MAPA est intéressante pour évaluer les variations nocturnes de la pression artérielle, notamment chez les diabétiques qui ont une neuropathie diabétique, et chez le syndrome d'apnée du sommeil. Ça, c'est important. Le syndrome d'apnée du sommeil entraîne une hypertension donc, nocturne, avec, donc à la MAPA, on dit que c'est des sujets non d'hyper. Un sujet normal a une diminution nocturne physiologique. Chez le sujet qui a un syndrome d'apnée du sommeil, il y a inversion de cette régression nocturne. Donc, ça peut être testé par la MAPA. Et à chaque fois que l'automesure n'est pas réalisable, on peut faire une MAPA. Pourquoi elle n'est pas réalisable? Parce qu'il faut l'éviter, l'automesure, chez le sujet qui est très anxieux. Et surtout, le sujet qui est anxieux et qui s'auto-traite. Quelqu'un qui prend sa tension à la maison, qui voit qu'il a 16-10, il va doubler la dose de son médicament sans passer par le médecin. Et ça, il faut mieux éviter l'automesure et lui réaliser une MAPA. Donc, vous voyez que ce n'est pas négligeable, les incidences, 11% effet blouse blanche, 11% HTA masqué. Donc, c'est des hypertensions à rechercher. Je m'attarde sur l'HTA masqué parce qu'elle m'a particulièrement intéressée il y a quelques mois. L'HTA masqué, ou HTA donc on dit ambulatoire isolé, défini par des pressions normales au cabinet, élévation à la MAPA ou à la maison. C'est une notion reconnue en 2008. Pourquoi elle est reconnue? Parce que ces patients ont un risque cardiovasculaire aussi élevé, proche de celui des patients qui ont une pression artérielle au cabinet qui n'est pas contrôlée. Donc, elle est de très mauvais pronostic parce que, voilà, donc c'est le sujet qui a l'effet blouse blanche, il a un pic lorsqu'il va chez le médecin, l'effet HTA masqué, il a au contraire une régression chez le médecin. Pourquoi elle est importante, HTA masquée? Parce qu'elle a une prévalence plus élevée d'atteinte d'organes cibles. Elle reflète l'anomalie de la distensibilité artérielle et elle entraîne une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc il faut la tester, surtout chez les sujets, afin d'atteindre des valeurs tensionnelles basses. Seule une automesure régulière permettra de juger de l'efficacité du traitement. Une autre notion en 2008, est-ce qu'on se base sur la pression artérielle systolique? Est-ce qu'on se base sur la pression artérielle diastolique? Est-ce qu'on se base sur la pulsée? En fait, ça dépend de l'âge. Chez les jeunes, avant 50 ans, c'est la pression diastolique. Elle est étroitement associée aux complications de l'HTA. Chez le sujet âgé de plus de 60 ans, c'est la pression artérielle systolique qui est étroitement liée aux complications cardiovasculaires. La différentielle, la pression pulsée, c'est aussi un petit intérêt additionnel à la PAS. Elle reflète la rigidité artérielle. Donc, on a plus tendance à la faire chez le sujet âgé. Et enfin, entre 50 et 60 ans, les deux sont équivalentes. Comment intégrer une autre notion? Vous avez entendu parler de la vitesse d'angle de pouls, donc la rigidité artérielle. Comment intégrer dans nos outils décisionnels les indicateurs de risque comme la vitesse de l'angle de pouls, la détermination de la pression centrale aortique et l'épaisseur intima médiane. Certes, c'est des outils qui ont été démontrés dans les recommandations 2007, mais en fait, ils ne sont pas encore de pratique courante, ils sont encore du domaine de la recherche. Si vous ne les faites pas, ce n'est pas grave. On en reparlera peut-être l'an prochain, peut-être qu'ils deviendront de pratique courante.
Comment explorer une élévation transociale, surtout devant une HTA résistante? On finit par l'examen, on finit par mesurer le poids, et il est incontournable, cette mesure est incontournable avec mesure de la circonférence de la taille et détermination de la masse corporelle, puisque tu l'as vu tout à l'heure que le syndrome métabolique faisait partie des facteurs de risque. Et là, on va le revoir cet après-midi avec poisson de la fenêtre. Cliniquement, en 2008, on a essayé de donner des formes cliniques. Et on a trouvé 3 formes cliniques en fait dans l'HTA. L'HTA vasculaire, c'est l'HTA qui est classique du sujet âgé, avec atteinte vasculaire et élévation de la pression artérielle systolique, et comporte un syndrome métabolique, suspecté par la mesure du périmètre abdominal. Et vous avez l'HTA familiale, qui est en fait très minoritaire. C'est vrai que quand vous faites votre anamnèse, vous vous dites est-ce qu'il y a des antécédents familiers d'hypertension? En fait, elle est minoritaire. C'est l'HTA vasculaire et l'HTA métabolique en 2008 qui prédominent. Le bilan biologique, révisé en 2008, voilà, je passe rapidement, vous le connaissez. Ce qui est important, ce qui est de nouveau en 2008, c'est que l'automesure et la MAPA font partie du bilan. Et en matière de glycémie, on a parlé tout à l'heure du diabète, que la glycémie postprandiale doit être faite si la glycémie à jeun est supérieure à 100 mg par décilitre. Ça n'existait pas avant. Donc, au niveau de risque, bilan des facteurs de risque, atteinte ou non des organes cibles, bilan cardiovasculaire et rénal. 4 niveaux de risque, je vais rapidement. Risque faible, moyen, élevé, très élevé. Vous trouvez ça partout. Ne pas oublier de rechercher une HTA secondaire en cas d'HTA sévère d'emblée, d'HTA résistante ou d'HTA chez un sujet jeune de moins de 30 ans. L'atteinte des organes cibles en sont atteint le cerveau, l'œil, les reins et le cœur, d'où son importance et sa gravité. Quand faire un bilan d'HTA secondaire, je passe là aussi, ce n'est pas le but de cette communication. Il y a un contexte clinique particulier, c'est surtout le sujet jeune, moins de 30 ans. C'est une HTA qui s'aggrave progressivement, ou bien c'est une HTA qui était bien équilibrée, puis d'emblée, il y a un échappement thérapeutique inexpliqué. C'est une HTA grave d'emblée, stade 3, ou bien résistant. Juste un plan pour vous attirer votre attention, on n'a pas tendance à le rechercher, le syndrome d'apnée du sommeil. Regardez les chiffres. 30 à 50% des syndromes d'apnée du sommeil auraient une hypertension. 30% des hypertendus auraient un syndrome d'apnée du sommeil. Donc dans votre interrogatoire, ça ne vous coûte rien de vous dire, surtout s'il est un peu enveloppé, de lui demander est-ce que tu ronfles? Est-ce que tu te réveilles en apnée parce que tu as fait une apnée, hein? Tu te réveilles brusquement en ronflant la nuit. J'arrive au traitement. La prise en charge thérapeutique, traiter, ça veut dire aussi prévenir efficacement. Pourquoi on prévient? Parce qu'on a une réduction des AVC de 42% quand même, une réduction des événements coronaires de 14%, et ça garde son efficacité pour l'hypertension artérielle systolique pure du sujet âgé de 60 ans, 80 ans et même plus. Donc je traite jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Pas de différence notable selon les classes d'hypertension. 2008, je ne vais pas vous dire telle classe est meilleure que l'autre. Les objectifs tensionnels, vous connaissez ce schéma, je ne vais pas m'y attarder. J'attire votre attention que pour le diabétique, c'est inférieur à 130-80, le sujet d'assurance rénale inférieur à 130-80, et s'il y a une protéinurie massive supérieure à 1 gramme, inférieure à 125-75. Il faut savoir prendre la décision de traiter. On décide d'initier un traitement, je l'ai dit en définition, selon les niveaux des chiffres tensionnels et selon le niveau du risque cardiovasculaire. On traite par des mesures hygiéno-diététiques associées ou non à des médicaments. 3 approches, seules, associées secondairement à un traitement pharmacologique ou les deux associés d'emblée. Les 5 classes sont tolérées, sont indiquées. On débute par une monothérapie ou une association fixe faiblement dosée, on verra tout à l'heure avec le professeur Wally.
L'insuffisance de réponse tensionnelle fait opter pour une bithérapie à dose pleine. L'efficacité du traitement, c'est après 4 semaines de traitement, ne soyez pas pressés toutes les semaines de vous convoquer vos malades, et le bénéfice des statines et des anti-agrégants plaquettaires a été démontré chez certains hypertendus. Les mesures hygiéno-diététiques, là aussi vous les connaissez, je n'y reviens pas. L'apport quotidien de potassium, c'est important. Une hypokaliémie peut être uniquement la cause de votre hypertension artérielle. Alors, j'ai fait un peu le tour et je voulais un peu copier sur le diabète. Et je me suis dit, pourquoi pas les 10 commandements pour les mesures hygiéno-diététiques de l'hypertension. En effet, il y en a 10. On lutte contre le surpoids. Pour ceux qui boivent 2 verres de vin, pas plus, vin rouge par jour, 6 grammes de sel par jour, pas plus, pas de réglisse, moins de matières grasses saturées, modérez votre consommation de café, davantage de fruits et légumes, cuisinez à l'huile d'olive, n'oubliez pas votre déficience en calcium, magnésium et faites de l'exercice physique. Les mesures, par contre, ça c'est important, les mesures ne doivent pas être réduites à une simple injection orale. Vous leur dites, je reviens toujours sur cette inertie thérapeutique, un faible régime, vous arrêtez. Prenez le temps et vous leur dites les 10 commandements. C'est le premier et parfois le seul traitement à mettre en œuvre pour les patients faible risque. Lorsqu'il y a donc aussi des sujets à risque, syndrome métabolique ou atteinte d'organes, parce qu'en fait, il n'y a pas d'intervention médicamenteuse. Les 5 classes thérapeutiques sont toutes prônées. Il n'y a pas de différence entre les 5 classes. Est-ce qu'il y a encore une place pour les alpha-bloquants et les antihypertenseurs centraux? Oui, il ne faut pas quand même les enlever. Ils ont une efficacité sur la morbimortalité ou mortalité cardiovasculaire qui n'a pas été bien démontrée. C'est pour ça qu'on les a enlevés des 5 classes. Mais en fait, s'il y a des effets indésirables pour les autres classes, ils peuvent aider. Et si une trithérapie est indiquée, ils peuvent être aussi utilisés. Les thérapies, une association, une bithérapie faiblement dosée, mais je vais vous dire, en 2008, ce qu'on a remarqué, faute d'observance, etc., on a souvent des sujets à risque cardiovasculaire élevé, voire très élevé. Or, pour ces cas-là, c'est carrément la bithérapie, la trithérapie, voire les polypies, c'est-à-dire la plurithérapie. Donc, la monothérapie n'existe presque plus en 2008. Plusieurs drogues antihypertensives sont utilisées d'emblée. Pardon, je vais essayer de conclure, s'il vous plaît. Ah, je ne vais pas conclure. Bon, alors, si je conclus, c'est que le traitement antihypertenseur, vous savez, ça se fait selon les paliers thérapeutiques, qu'on peut utiliser, bon, les associations, bon, là je passe rapidement. Voilà, que le traitement antihypertenseur est adapté selon le chiffre tensionnel, mais ce qui est important en 2008, c'est qu'il est adapté au terrain. Vous avez une préférence pour les IEC ARA2 chez l'hypertendu diabétique, vous avez des préférences selon le terrain, post-AVC, coronarien, fibrillation auriculaire. Là, je passe rapidement, puisque je parlerai des sartans tout à l'heure. Selon la tête d'organe cible, vous avez également des préférences, il y a une classe. Une donnée, là je ne pourrais pas ne pas vous parler de cette donnée nouvelle de l'étude Ascot, c'est que l'effet délétère de certaines classes d'antihypertenseurs sur la glycorégulation, c'est la question qu'on posait tout à l'heure à notre collègue, devrait être pris en considération lors du choix du traitement, d'autant plus que les hypertendus ont un risque élevé de développer un diabète. C'est pour ça que les bêta-bloquants et les diurétiques sont moins prônés que les bloqueurs du système résistant, je pense. Vous savez qu'il y a l'HTA résistant, l'HTA de la grossesse. Vous avez ce schéma pour les associations fixes. Les associations d'antihypertenseurs, vous avez des bithérapies qui peuvent se faire selon une dose faible, comme elles peuvent être selon une dose optimale. Les combinaisons, je passe rapidement. Les autres traitements associés, c'est les hypolipémiants et les antiagrégants plaquettaires chez les sujets à risque. Les bêta-bloquants, il ne faut pas qu'ils soient morts en 2008. Ils gardent leur place, ils ne sont pas délétères vraiment, ils font moins bien que les diurétiques et les médicaments modernes, surtout chez le sujet âgé, mais il faut les garder lorsqu'on a un coronarien ou une insuffisance cardiaque. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'observance, l'inertie thérapeutique sont importantes.
L'hypertension de nos jours, c'est que toutes les associations ne sont pas équivalentes entre elles, de la même manière. Il y a des associations, selon certaines études très récentes, qui ont montré une efficacité des années à venir sur quelle est l'influence de l'effet des différents hypertenseurs sur les différentes composantes de la pression artérielle. C'est ce qui, on n'a pas encore de réponse pour tout ça. Faut-il proposer des associations fixes de différents groupes thérapeutiques comme stratégie globale des événements cardiovasculaires? Faut-il associer systématiquement l'aspirine et une statine en prévention primaire? Est-ce qu'il existe le traitement idéal? Vous savez que tous les antihypertenseurs ont un phénomène en fait d'échappement thérapeutique. Avancé que donc tous les médicaments qu'on utilise maintenant peuvent avoir aussi dans un certain temps un échappement thérapeutique. En fait, l'avenir proche, on a parlé d'inhibiteurs de la rénine, on a parlé d'action contre l'endothéline, en fait il faut agir sur la prévention. La prévention reste insuffisante, les progrès, il faut appliquer les recommandations et rechercher encore et encore des antihypertenseurs plus efficaces. On peut prévenir l'hypertension, il faut s'y mettre, le médecin, le malade et les autorités. Et je vous remercie. Monsieur le professeur, vous voulez qu'on soit